le masque de plume. Louis, le débonnaire, se réveille ce matin-là fort inquiet dans sa bonne ville de Paris, assiégé par 20 000 Sarrasins. 20 000 Sarrasins constituent une armée redoutable, mais leur chef, le géant Isauré, est à lui seul plus redoutable que toute son armée. Il n'est pas un chevalier qui ose se mesurer avec lui, car tous ceux qui l'ont tenté dorment leur dernier sommeil sous leur aume écrasé. L'arme favorite du géant est une massue d'acier garnie de pointes qu'aucun autre homme ne peut même soulever de terre, et qu'il manie, lui, avec l'aisance d'un enfant qui joue avec un hochet d'ivoire. Isauré arrête de son épaule un cheval au galop. Il soulève d'une main un guerrier armé de pieds en cap. Or, Isauré est venu jusqu'à Paris avec son armée, non par soif de conquête, mais pour venger son ami Synagos, tué devant Palerme par un soldat de Louis. Le géant n'en est que plus redoutable. En mettant le siège devant Paris, il a déclaré, par la voix d'un héros d'armes, qu'il était prêt à se mesurer en combat singulier avec tel des chevaliers à qui il plairait de le provoquer, qu'au cas où il serait vainqueur, les assistants seraient passés au fil de l'épée, dans la proportion de 1/10, laissant au sort le soin de désigner les victimes, mais que si, dans un mois, aucun adversaire ne s'est présenté, il détruira la ville de fond en comble. Or, le délai expire dans 2 jours, et c'est pourquoi le roi Louis est dans une si mortelle inquiétude. « N'a-t-on pas de nouvelles de mon féal Guillaume de Bourgogne ?» demande-t-il pour la 100e fois à ses barons. Mais personne n'a entendu parler de Guillaume, et pourtant lui seul pourrait donner au roi un conseil. Lui seul oserait, au besoin, s'attaquer à Isauré. Ne lui a-t-on pas dépêché, dès l'investissement de Paris, un messager qui n'est autre qu'Océis, le plus cher compagnon du roi? Celui-ci n'est pas revenu de sa mission. A-t-il pu l'accomplir? N'a-t-il pas succombé sur la route de Bourgogne où se trouve Guillaume? Pendant que son souverain vit dans cette inquiétude, Guillaume, ayant appris le péril, s'est mis en marche vers Paris. Il n'est accompagné que d'un seul écuyer, son brave Bernard. « Je suis curieux, dit Guillaume à Bernard, de voir de près ce géant. S'il est ce que l'on dit, il y a un beau combat en perspective. Déjà on approche de la ville. Déjà on aperçoit les tentes des Sarrasins réunis au camp de Montsouris. C'est là que se tient Isauré. Son étendard flotte au vent. Guillaume et Bernard font halte. Il faut que les chevaux se reposent et se nourrissent d'un peu d'herbe fraîche. Aussi bien n'a-t-on pas autre chose à leur donner. Mais si les chevaux mangent, les hommes, eux, ont grand faim, et on ne voit pas une maison habitée aux alentours. Tout le monde a fui devant les infidèles. Il n'est pas bon, dit Guillaume, d'aborder un ennemi aussi redoutable quand on a le ventre vide. Bernard est navré. Comment sustenter son maître, dont il connaît le formidable appétit? Et voici que justement, une colombe qui roucoulait derrière un buisson prend son vol et passe au-dessus des guerriers. Bernard connaît son adresse. Il n'hésite pas un instant, prend son arc, y ajuste une flèche et va pouvoir offrir à Guillaume le repas qu'il réclame. Celui-ci a vu le geste. D'un mouvement brusque, il saisit le bras de son écuyer et la flèche, détournée de sa direction, va se ficher en terre. Bernard, désappointé, se tourne vers son maître. Celui-ci sourit. « Il ne faut pas tuer, dit-il, cette pauvre et simple bête, si bonne et si douce. Crois-tu que sa mort m'apporterait du bonheur et que Dieu ne me punirait pas de m'être nourri de sa chair innocente ?» Et Guillaume, de la pointe de sa dague, se met à couper des racines qu'il mange pour tromper sa faim. Après ce frugal festin, arrosé d'un long trait de vin tiré de la gourde, toujours bien remplie de Bernard, les 2 hommes de guerre poursuivent leur route. Ils parviennent vite à la ligne de sentinelles qui gardent le camp sarrasin. Ceux-ci les arrêtent.
Fièrement, Guillaume s'écrie « Je suis Guillaume de Bourgogne, et je viens dire à ton chef que si son sang n'est pas du jus de navet, je prétends à l'avantage de me mesurer avec lui. » Ces paroles sont aussitôt rapportées au géant, et Guillaume est conduit, avec tous les égards dus à son rang et à sa naissance, jusqu'à un espace libre du camp de Montsouris, voisin des murs de Paris. Cet espace est disposé de telle façon que ce qui s'y passe est également vu des assiégés. Les soldats des remparts ont tout de suite reconnu le valeureux chevalier. Ils poussent en son honneur des vivats, mais bientôt ils se taisent, car, tout en sachant la bravoure, le courage et la force de celui qui si souvent les mena au combat, ils ont vu Issoré et redoutent l'issue de la rencontre. Guillaume a mis pied à terre. Il a laissé son bon cheval aux mains du fidèle Bernard. De la main droite, il tient sa hache d'armes. Son bras gauche est couvert par son écu peint à ses armes, qui sont un léopard d'argent couronné, armé et lampassé d'or sur champ de gueule. Il s'est assuré que son épée et sa dague jouent bien dans leur fourreau et que les courroies qui retiennent son casque sont bien attachées. Ses soins pris pour son équipement terrestre, il s'est mis sous la protection du Très-Haut dont il est ici le champion. Il lui a demandé de donner à son bras la victoire d'où dépend le salut de tant de bons chrétiens et du fils de Charlemagne, lointe du Seigneur. Dans le camp de Montsouris règne un joyeux tumulte. Les Sarrasins, sans armes, dans leurs robes orientales aux vives couleurs, se pressent autour du terrain de combat. Leurs turbans blancs, agrémentés de plumes et d'aigrettes, apportent sous le soleil de juillet une note gaie. La troupe des spectateurs est bruyante et joyeuse. Le voilà, le chevalier qui ose provoquer notre chef. Ils adressent aux guerriers de France des quolibets. « Tu as oublié de grandir, Guillaume. Tu seras encore plus petit quand la massue d'Issoré t'aura rentré la tête dans les épaules et les jambes dans le ventre. » À ces injures, Guillaume ne répond pas. Il ne veut pas se laisser énerver par la colère et perdre le calme qui va lui être si nécessaire dans le duel qui se prépare. Derrière lui, sur les remparts de Paris, la foule aussi s'amasse. Il n'a pas fallu longtemps pour que la ville entière sût que Guillaume le Bourguignon avait accepté de jouer la terrible partie dont leur sort dépend. Tous les hommes d'armes qui ne sont pas de service en quelque point accourent d'abord, vite rejoints par le menu peuple. Puis ce sont les barons et les courtisans, enfin paraît le roi lui-même. Il n'a pu résister à l'envie de voir combattre le plus téméraire de ses vassaux et surtout d'être, de ses yeux, renseigné sur le sort de la capitale et sur le sien propre. Personne n'a fait attention à l'arrivée de Louis le Débonnaire, tellement les esprits sont fixés sur ce qui va se dérouler. D'ailleurs, le roi, drapé dans un sombre manteau, est survenu sans escorte et sans garde et s'est caché dans un coin du chemin de ronde avec les plus humbles de ses sujets. Toute cette foule parisienne demeure silencieuse et recueillie. Ce n'est pas à un spectacle qu'elle veut assister, mais à une épreuve dont dépendent, pour un dixième d'entre les assistants, la vie ou la mort. Au-dessus de ces milliers de personnes, on entend claquer au vent l'étendard royal qui flotte sur la porte la plus proche. Soudain, un frisson passe dans la foule des remparts, tandis que des acclamations s'élèvent parmi les Sarrasins. Précédé de joueurs d'instruments et suivi d'une bande bigarrée de serviteurs, Issoré traverse les rangs de ses soldats et s'avance au-devant de Guillaume. Instrumentistes et serviteurs s'arrêtent au premier rang des Sarrasins, et le géant pénètre seul sur le champ. À sa vue, Guillaume ressent pour la première fois une sensation étrange, qui est peut-être de la peur. L'homme qui vient vers lui, le monstre plus exactement, mesure plus de 15 pieds, c'est-à-dire 3 fois la taille d'un homme moyen. Chacun de ses poings est plus gros qu'une tête d'enfant. Son corps immense est protégé par une casaque
faite de 7 peaux de bœuf superposées, recouvertes de plaques de métal. Elle pèse, dit-on, 200 livres. Son bras droit est armé de sa fameuse massue d'armes, attachée à son poignet par une courroie, et dont il peut atteindre son adversaire à une portée de trait. À sa ceinture pendent, d'un côté un immense cimeterre, de l'autre un large coutelas. Un vaste turban bordé de fer coiffe sa lourde tête grimaçante et féroce aux dents démesurées et au grand nez crochu. « Par la barbe du prophète, ricane-t-il, c'est toi, moucheron, qui oses provoquer à toi seul le géant Isoré. Je regrette que tu sois si chétif, car il n'y aura pas plus de plaisir à t'écraser que l'on en a à aplatir une puce qui s'est introduite dans vos draps. » Guillaume s'est ressaisi. « Au lieu d'injurier un adversaire qui a fait ses preuves dans maintes guerres, tu ferais mieux de te préparer au combat, riposte le Bourguignon, qui cherche comment il pourra atteindre un tel adversaire et échapper à sa redoutable massue. Tu aurais dû monter sur des échasses, persifle le géant en avançant d'un grand pas qui l'amène presque à portée de Guillaume. Déjà il pourrait le frapper, alors que Guillaume ne saurait même pas l'atteindre en lui jetant sa hache. Mais devant tant d'yeux qui le regardent, Isoré veut faire durer l'humiliation de son rival avant de jouir d'une victoire certaine. « Allah seul est Allah !» rugit l'infidèle. « Dieu m'aide !» crie Guillaume qui se porte en avant d'un seul bond. La masse s'est levée, elle s'est abattue, mais le Bourguignon a su l'esquiver en se jetant à gauche sans toutefois que sa hache ait pu atteindre son but. Les voilà à nouveau éloignés. Cette fois, c'est Isoré qui, la massue haute, marche en avant. Nouveau coup, nouvelle feinte, double coup nul. Le géant s'impatiente. Il a compté sans l'agilité de Guillaume. Désormais, il ajustera mieux ses coups. Cette fois, le Bourguignon a senti tout près de son oreille le vent de la massue qui s'abat. Lui-même n'a pas même pu s'approcher du corps de son adversaire. Il prend du champ. Ce que sa force n'a pu réussir, il l'obtiendra par l'adresse. Saisissant sa lourde hache par le bout du manche, il la fait tournoyer et la lance contre le géant. Mais celui-ci a esquivé le coup. Il marche en brandissant sa massue sur Guillaume. Celui-ci a tiré sa bonne épée juste à temps pour parer le choc de la massue qui s'abaissait sur sa tête comme le fléau sur l'épi. Dans le choc, le glaive a perdu sa pointe. Guillaume est vaincu. Le géant, irrité maintenant, a hâte d'en finir. On entend dans sa gorge le souffle rauque de la colère. Sur les remparts de Paris, des hommes d'armes pleurent. D'autres se tordent, les mains de désespoir. Le géant frappe de grands coups et tout ce que peut faire Guillaume, c'est de les éviter par des bonds aux deux côtés. Cela ne pourra pas durer toujours. La fin n'est que retardée. Et voilà que du haut de l'air, une forme blanche est descendue. C'est une colombe qui se met à volter en rond au-dessus des combattants. Ni eux, ni les spectateurs n'ont aperçu l'oiseau. C'est bien le moment de s'occuper d'une colombe, image de la paix, quand le sort d'une ville dépend du combat. Guillaume est las. L'irritation du géant atteint son paroxysme. Les bondes de Guillaume sont moins larges, les coups du géant mieux ajustés. Cette fois, on sent que la massue redescendra pour la dernière fois. Chez tous, chrétiens et infidèles, c'est la certitude. Lorsque, brusquement, l'oiseau, comme si lui aussi avait compris le jeu inhumain des hommes, s'abat sur la figure d'Isoré. Son corps, chaud et blanc, couvre la face sauvage comme d'un vivant masque de plumes. Les douces ailes blanches palpitent sur ses yeux. Les petites pattes s'agrippent au nez. « Malédiction !» hurle le géant en cherchant de sa main gauche à dégager son visage, tandis que sa droite frappe à tort et à travers. Il n'a pas fallu longtemps à Guillaume pour profiter de ce secours inespéré. Vivement, il s'avance, se garant des coups maladroits de la massue, et, de son tronçon de sabre, il tranche le jarret d'Isoré.
Comme un grand chêne des forêts blessé par la cognée du bûcheron, le monstre s'effondre. L'oiseau s'est envolé. Le géant voit maintenant son ennemi victorieux. Sa force ne l'a pas encore complètement abandonné. Ne pouvant se servir à terre de sa massue, il veut tirer son coutelas. Guillaume l'a devancé. Il arrache cette arme de la ceinture du géant. D'un seul coup, il lui tranche la tête et la jette toute sanglante dans les rangs des Sarrasins. Rien ne peut donner une idée du rugissement qui s'élève alors des deux foules. Le cri de joie des uns s'allie au hurlement des autres. Pendant de longues minutes, Guillaume, couvert du sang de son rival, reste debout dans un enfer de cris. Ce sont les Sarrasins qui se taisent les premiers. Ils ont perdu leur maître, leur chef. Ils se sentent tout à coup désemparés. Officiers et soldats n'ont plus qu'une idée, fuir. Leur cruauté, leur soif de rapine sont effacées par la peur. Chacun se rue vers son cheval, beaucoup ne songent même pas à s'armer. Les tentes, les bagages sont abandonnés. Du camp de Montsouris, la terreur gagne toute la ligne des assiégeants. Issoré était mort, le prophète n'est plus avec nous. Il n'y a plus de sentinelles, plus de postes, plus de grands gardes, et quand les portes de la ville s'ouvrent, livrant passage aux troupes du roi, celles-ci tombent en pleine débandade. Quelques cavaliers poursuivent les fuyards, qu'ils taillent facilement en pièces. Louis vient embrasser Guillaume, les barons se pressent autour de lui pour le féliciter. Le menu peuple l'acclame. C'est à qui baisera son manteau, touchera ses armes. Mais Guillaume est rêveur. Il ne répond guère à toutes ces louanges. Ayant enfin pu se rapprocher de son fidèle Bernard, il lui murmure. « Toi qui as suivi le combat, as-tu vu d'où m'est venu ce secours miraculeux qui a sauvé mes jours? Quel est ce masque de plumes qui a aveuglé mon ennemi ?» « Je le sais, dit Bernard, j'ai reconnu votre allié. C'est la colombe dont ce matin vous avez épargné la vie. Cette douce bête vous a payé de votre pitié. Je veux avoir la main tranchée si jamais une de mes flèches froisse, seulement une plume d'une colombe. » Pendant qu'il parle, dans un arbre voisin, un gentil roucoulement dit une chanson d'amour. Maintenant le peuple contemple l'ennemi décapité, dont le grand corps semble, ainsi étendu, encore plus grand. Les mères, en tremblant, le montrent à leurs enfants, tandis que, debout sur le torse puissant et déjà froid, un soldat originaire de Gascogne explique comment, lui, aurait abattu le géant s'il avait été à la place de Guillaume. Louis, dans un coin du camp de Montsouris, fait creuser une vaste fosse. On y descend le corps d'Issoré. Plus tard, un monument sera élevé parmi les arbres et les Parisiens iront volontiers, le dimanche, se reposer sur la tombe d'Issoré. Le monument a disparu, mais le nom est resté, la tombe Issoire.